Bonjour à tous, bienvenue sur le premier live IFRAB. J'espère que vous nous entendez. Alors c'est effectivement une première pour nous. On va essayer d'animer un petit peu cette période de confinement qui est un peu difficile pour les coachs. Dans tous les cas, je remercie de votre présence et puis je vais vous présenter Guillaume Bizade, coach de Vichy qui inaugure ce premier live IFRAB avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre. Écoute, j'espère que tu vas bien, que tu t'occupes pendant cette période de confinement. Donc Guillaume, c'est un intervenant régulier au sein de l'IFRAB. Il est intervenu sur notre super clinique à Voiron au mois d'octobre sur plusieurs thématiques. Voilà, donc c'est quelqu'un à qui on fait appel très très régulièrement. Il est coach de la JAV, la JA Vichy Clermont en Pro B depuis maintenant 2 saisons. C'est ça Guillaume? 3 saisons pardon. 3 saisons. 3 saisons. Il a été coach of the year de Pro B l'année dernière. Et ce qui est intéressant dans le profil de Guillaume, c'est qu'il est passé par le monde amateur, par le basket féminin, par le basket masculin, par beaucoup de divisions, par des jeunes, par des seniors. Et donc, il a une vision assez large du basket. Aujourd'hui, il va vous traiter principalement de constat jeu rapide. On va passer une petite heure ensemble jusqu'à midi. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Je me ferai le relais auprès de Guillaume. Guillaume, je te laisse la main et merci encore de ta présence parmi nous. Je t'en prie, merci. Merci de l'opportunité et puis bonjour à tous. J'espère qu'on va passer une bonne heure. N'hésitez pas à poser des questions. Certaines on reviendra en live et puis à la fin, je balayerai aussi le chat pour s'il faut répondre à 2-3 questions supplémentaires. Voilà. Donc, on va traiter ensemble cette idée de jeu rapide avec la notion de up-tempo, c'est-à-dire de faire le relais en fait entre la question du jeu rapide et surtout la question du rythme du jeu. Et les points qu'on va aborder ensemble, c'est les points suivants. Donc, d'abord, le premier point, c'est celui de décider dans l'action. La prise de décision, c'est au centre de notre travail. C'est ce qu'on fait au quotidien. On essaye d'insérer ça dans tous nos exercices. Et la prise la décision dans l'action, ça sera le fil rouge, le fil conducteur de l'intervention. Ensuite, donner des repères dans l'espace. Donc nous, on utilise beaucoup cette notion de nord-sud, de la phase défensive à l'autre côté du terrain. Et ensuite, on fait un choix est-ouest, ça pourrait être de l'autre côté, pour dire de jouer également sur le renversement. C'est-à-dire que sur chacun de nos temps de jeu, l'intention forte, c'est d'abord de jouer sur la profondeur. Et la deuxième intention, c'est de jouer sur la largeur. On essaye de l'identifier un peu avec ces 4 repères. L'idée également, c'est de bonifier et valider la défense. L'idée de jeu rapide, c'est avant tout une idée la conclusion d'une intention défensive, puisque c'est l'intensité qu'on va mettre en défense qui va aussi augmenter le nombre de possessions dans le match, puisqu'on va peut-être réussir à accélérer le jeu de l'adversaire, provoquer des balles perdues, ce qui va donner là aussi l'occasion d'accélérer le rythme du jeu. Jeu rapide ne veut pas dire forcément de prendre tous les tirs disponibles. Là aussi, il va y avoir une question de sélection. Donc, on reviendra sur comment on essaye d'introduire cette idée. C'est forcément ça a forcément un impact sur notre méthodologie d'entraînement. Si on veut être performant dans le jeu rapide, dans les prises de décision à haute intensité, il faut réussir à mettre en place des situations pédagogiques qui mettent les joueurs dans cette situation et sur tous les entraînements, sur toutes les séquences, avoir des temps où on s'entraîne avec cette intensité, puisque on veut amener le match dans ces zones-là parce qu'on pense que c'est une zone dans laquelle on peut faire la différence. Et ensuite, il faut toujours rester sur une base d'évaluation. Cette évaluation, elle va nous permettre de voir est-ce qu'on est efficace, est-ce qu'on est rentable et dans quelle situation on doit encore s'améliorer. Ça peut être varié, donc on reviendra sur les critères qu'on essaye de traquer, qu'on essaye de suivre
au quotidien, parfois sur certains exercices à l'entraînement, mais surtout sur la compétition. Voilà. Donc le jeu rapide, jeu up tempo, et ensuite c'est un parti pris philosophique, c'est une posture, on va dire, une posture d'entraîneur, une intention assez forte dans notre jeu. Donc pourquoi on le fait et pourquoi on le fait au niveau professionnel en Pro B avec Vichy, c'est augmenter le nombre de possessions. Pourquoi on fait ça? Parce que ça peut nous permettre de rééquilibrer un petit peu le rapport de force avec certains adversaires. Aujourd'hui, on est le 9e budget, on est la 9e masse salariale. Ben forcément, il y a certains critères sur lesquels on va être moins doté que les adversaires. Donc, en jouant plus de possessions, enfin, en tout cas, en choisissant de jouer sur un nombre de possessions plus élevé, on peut se donner une chance plus importante de jouer et dans les matchs offensifs et aussi dans les matchs où on pourrait avoir un peu de retard, avec la question de run, d'avoir des séquences de jeu, et même dans des situations où le jeu se veut un peu plus défensif, avec cette capacité à accélérer le rythme du jeu, on peut changer et reprendre le contrôle du match. Voilà, c'est un petit peu cette idée. Pourquoi on joue beaucoup, on observe beaucoup ce nombre de possessions. Juste à titre informatif, sur les 3 dernières saisons, on a toujours été dans le top 5 des équipes qui jouent le plus de possessions dans la division, et notamment l'an dernier où avec Gries Oberhofen, on était les 2 équipes qui jouaient le plus de possessions. Mais tout ça, il y a quand même le critère de rentabilité, donc le pourcentage de réussite. Alors nous, on calcule le pourcentage de réussite d'une manière un petit peu particulière, puisqu'on va considérer les tirs, mais également les fautes provoquées. Parce qu'une des idées du jeu up tempo, c'est aussi d'utiliser la transition défensive adverse pour la prendre à contre-pied et utiliser cette règle de la faute intentionnelle, donc de chercher à créer le danger le plus vite possible pour avoir des défenseurs qui ne sont pas forcément en situation légale de défense sur le repli défensif, donc appuyer là-dessus. Donc cette identité, on essaye de l'avoir, peu importe le type de joueur. Donc on ne va pas chercher que des joueurs athlétiques pour être dans le jeu rapide, puisque notre critère, c'est plutôt la prise de décision. Donc il vaut mieux des joueurs qui décident bien plutôt que des joueurs qui vont vite. La prise de décision accélérera le jeu, fera courir le ballon beaucoup plus que la seule athléticité. Il en faut bien sûr, mais pas seulement. Donc une autre des volontés, c'est d'obliger les adversaires à s'adapter. Et les 2 autres points, je suis déjà revenu dessus. Ensuite, philosophiquement, on va dire, c'est un jeu, c'est facile d'entraîner de l'enthousiasme dans la salle, d'entraîner également de l'enthousiasme chez les joueurs, même si je mettrais un bémol à ça, puisque même si a priori c'est plus facile avec les joueurs, mais sur la durée, ça va impliquer un renouvellement des exercices, un renouvellement pédagogique, une intention forte, et chaque jour de mettre cette dynamique à l'entraînement. Alors ça va leur plaire au départ, mais ensuite il va falloir une grosse dépense énergétique de leur part au quotidien dans l'entraînement pour pouvoir tenir ce rythme-là. Donc c'est ce que j'ai noté, l'application haute intensité des 5 joueurs, permanence, et ceux des 2 côtés du terrain, puisque si on accélère dans un sens, on peut aussi déstructurer un petit peu notre repli défensif, donc il faut faire beaucoup d'efforts sur ce plan-là. Jouer dans différentes configurations de match, je suis déjà revenu là-dessus. Et ensuite, moi, en tant qu'entraîneur, ça oblige à une prise de risque, donc tolérer des prises de décision dans des laps plus courts, forcément, il peut y avoir une conséquence. Donc, il faut entraîner l'équipe à jouer dans ce cadre-là pour diminuer le nombre de balles perdues. Et ensuite, il faut travailler autour du lâcher-prise, notamment sur la pédagogie d'entraînement, où là, on est plutôt dans des postures d'exprimer ce qu'on veut, plutôt d'être sur des postures d'expression négative, plutôt des figures où on interdirait certaines choses aux joueurs. On est plutôt sur de l'ouverture. C'est pour ça qu'un peu plus tard dans la présentation, je parlerai de open fast break, donc d'ouverture sur la contre-attaque. C'est l'ouverture sur la prise de décision. Et ça, je pense qu'il faut l'entraîner, puis il faut l'accepter dans la méthode d'entraînement. Merci Guillaume. J'ai une première question qui arrive sur le live.
Effectivement, ça a l'air d'être quelque chose qui te tient à cœur, le développement du jeu rapide. Combien de temps tu y accordes à l'entraînement? Peut-être que tu vas y revenir plus loin, mais est-ce que dans ta construction d'équipe, c'est quelque chose d'important? Alors, c'est important dans la construction d'équipe et ensuite dans l'entraînement, c'est quasiment inclus dans tous les exercices. C'est-à-dire que même quand on va faire du 5-5 sur le jeu adverse, par exemple, où on voit des formes de jeu ou les principes des équipes adverses, on va toujours enchaîner entre la défense plus une intention de contre-attaque relance ou une intention de contre-attaque relance transition. Et on va jouer sur un aller-retour derrière sur notre jeu. C'est-à-dire qu'en gros, même quand on travaille l'adversaire, on travaille un tiers l'adversaire sur le demi-terrain. Ensuite, on va travailler notre contre-attaque transition, plus une autre contre-attaque transition ou une forme de jeu court. Donc, on essaye de garder cette dynamique, de dire, pour nous, une bonne défense, c'est stopper l'adversaire, en profiter dans notre intention de relance, continuer de créer de produire un petit avantage vers un plus grand avantage, et ensuite continuer d'accélérer le jeu. Et ensuite, on va se reposer demi-terrain, on va repartir. C'est un exemple, mais que ce soit sur les situations de tir, sur les échauffements, les situations de surnombre, les situations de close-out, les situations sur les adversaires ou les scénarios d'entraînement, à chaque fois, il y aura une intention de relancer le jeu. Merci, je te laisse enchaîner et poursuivre ton exposé. Donc ce premier point, décider sous pression, on revient un petit peu là-dessus. Donc c'est un terme que j'ai un petit peu pris sur on va dire, c'est un terme un petit peu marketé aux États-Unis. Thinking under fire, c'est vraiment prendre des décisions alors qu'on est en train de jouer. Vous allez me dire, on est tout le temps en train de le faire. Seulement, c'est plus simple en ralentissant le jeu, en ayant un contrôle sur la balle, on va dire, en ayant un style de jeu où finalement on marche de l'autre côté du terrain, plutôt ou un style de jeu où on veut être en mouvement quand on décide. Une des premières choses sur laquelle on revient, par exemple, c'est sur le travail de rebond. Sur le travail de rebond, mon intention, c'est qu'on soit le plus vite possible dans le sens du jeu. Donc là, techniquement, on va travailler avec les gars pour que sur le capté, ils s'orientent dans les réceptions face au jeu. Et donc, c'est un lourd travail, puisque y a des joueurs qui ont des habitudes qui sont ancrées. Et donc, pour qu'on puisse gagner un temps sur le joueur qui pivote dans sa réception, qui, quand il retombe au sol, est déjà face au jeu, c'est un travail sur le travail de positionnement, de lecture de trajectoire de tir. Ensuite, c'est un travail d'écran retard, d'essayer de s'orienter face au jeu. Et ensuite, c'est un travail de capter. Pour que, dans le capté, on puisse décentrer sa tête et prendre des informations sur le terrain. Prendre des informations sur ses partenaires, prendre des informations sur les adversaires et se resituer dans l'espace. Pour nous, ça, c'est hyper important puisque on va essayer d'ouvrir le rebond passe très rapide, donc prendre une information et essayer de faire progresser le jeu sur des passes de backdoor, et en même temps ouvrir des situations de rebond dribble. Et ça, c'est une situation où on peut avoir des joueurs qui arrivent à se projeter dans le rebond et sur un premier dribble efface un joueur et crée la situation de surnombre à partir du rebond. Cette idée de rebond, ça va être le contrôle du rebond, ça va être un fil rouge puisque on va avoir aussi une thématique de dire, peu importe les types de tirs qui vont être pris dans le premier temps, finalement, on doit assumer la prise de décision de nos partenaires. Et assumer en équipe, ça veut dire aller mettre de la pression sur le rebond offensif, donc aller chercher à profiter de l'avantage qu'on a eu peut-être sur le tir, le faire perdurer et l'utiliser dans le rebond off. Donc dans la communication, il y a des infos à donner sur le placement, sur le rebond, sur les courses, sur la disponibilité, notamment des meneurs de jeu. Donc la polyvalence, c'est un terme important pour nous, puisqu'on essaye d'avoir plusieurs playmakers sur le terrain, et créer du jeu dans le jeu rapide, c'est valable dès qu'on capte le ballon. On en a parlé pour le rebondeur, et c'est aussi valable pour celui qui va venir chercher le ballon, et celui qui se retrouve en position de meneur de jeu. Et là, on insiste sur cette idée de polyvalence. Des fois, il faut ouvrir des choses à certains joueurs. C'est naturel pour les postes 1. Pour les postes 2, ça l'est aussi pas mal parce qu'on a beaucoup de combos dans le championnat et dans notre équipe aussi, des postes 2-1. Mais
on a une volonté forte de le faire pour certains postes 3, poste 4, voire sur 1 ou 2 dribbles de dégagement pour le poste 5. Par exemple, l'an dernier, on avait Romuald Morancy qu'on poussait constamment à être sur des rebonds, dribbles et relances en dribble, et il devenait, pendant quelques secondes, finalement, le playmaker, le meneur de jeu des situations de relance. Donc cette idée, c'est une idée forte et forcément, elle a une conséquence sur le recrutement. On cherche des joueurs qui ont cette capacité, parce qu'après, la conséquence, ça va être d'avoir une polyvalence sur le jeu, sur le demi-terrain. Il faut qu'on arrive à retrouver des joueurs différents, à des spots de jeu différents, et qu'on puisse quand même créer nos continuités. Donc ces prises de décision, on essaye de les hiérarchiser en trois blocs sur le terrain. Donc ce premier bloc de relance, où finalement on ne veut pas de passes dans cette zone arrière, on veut des passes qui vont au-delà de ces pointillés, de l'extension de la ligne des lancers francs, pour qu'on soit en priorité sur du jeu de backdoor ou sur du jeu de curl. Okay? Donc ça, c'est une intention forte, et si jamais ces passes ne sont pas possibles, l'entraînement doit nous amener à ne pas avoir des joueurs qui reviennent chercher des situations de protection, de main à main, etc., mais plutôt du dégagement en dribble sur 1 ou 2 dribbles du joueur intérieur, et qui ensuite peut libérer la balle dans les espaces. Voilà, donc ça, c'est une intention forte dans l'entraînement du jeu rapide, sur les stops défensifs, voire même sur des paniers encaissés, type sur des lancers francs, ou même quand l'équipe adverse marque une contre-attaque. Si par exemple ils ont marqué un 2 contre 1, bah peut-être que c'est une opportunité pour essayer de relancer et profiter d'un surnombre le plus vite possible. C'est-à-dire qu'en gros, je me fais attaquer fortement d'un côté, j'essaye de répondre, un petit peu comme à la boxe, quand je prends un coup, j'essaye de répondre par un enchaînement d'actions très rapide. Ensuite, il y a cette deuxième zone qui est un peu plus centrale, où là, on va avoir une idée qui est de courir intelligemment. Qu'est-ce que j'entends derrière ça? C'est dire il faut qu'on arrive à se caler vis-à-vis de cette sortie de balle. Ça ne sert à rien de forcément être que dans du sprint et aller le plus vite possible de l'autre côté, puisqu'on sait que la zone de construction des espaces, c'est entre ces deux pointillés. Donc parfois, il va falloir faire varier les rythmes, être capable de jouer sur une vitesse pour ensuite pouvoir réaccélérer sur de la profondeur. Donc là, il y a un gros travail de reconnaissance des situations à faire, et à nous, pédagogiquement, de faire varier le travail pour que parfois il y ait des défenseurs qui soient en pression dans cette zone-là, voire en surpression, en trappe, etc. Ou sinon, des organisations adverses où c'est du repli complètement, et là, agir différemment. Ensuite, la troisième zone, une zone où on veut être décisif. Donc, on essaye là aussi de stimuler l'agressivité. Une fois qu'on bascule en dessous de cette dernière zone de pointillé, une agressivité en priorité vers le cercle. Et l'agressivité vers le cercle va ouvrir des opportunités, soit de tir à haut pourcentage ou de fautes provoquées qui donnent des lancers sur l'attaque du cercle, ou des tirs à 3 points sur les renversements. Et donc là aussi, on a une grosse volonté de tir à 3 points dans ces situations-là, partant du principe que si on a un tir à 1 contre 0, même très rapide dans le shot clock, on ne sait pas si on va avoir un meilleur tir dans la possession. Alors le petit bémol que je mettrais à ça, c'est que forcément, il faut contextualiser ces situations aussi par rapport au score global, par rapport au moment du match, où on pourrait retrouver d'autres alternatives plus stratégiques ou tactiques dans certains moments. Guillaume, je sais que tu vas détailler par la suite l'ensemble des phases. Il y avait plusieurs questions qui arrivent sur le chat en direct, donc je vais m'en faire le relais. Je m'excuse parce que je ne peux pas répondre je peux pas poser toutes les questions à Guillaume, mais je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Une question, peut-être que tu répondras un petit peu plus tard, mais quel est pour toi le défaut de ce type de jeu tempo? Le défaut, c'est qu'il faut énormément travailler pour que les joueurs vivent et revivent ces situations. Et il faut trouver une haute intensité d'entraînement pour pouvoir le reproduire. Donc chaque jour, il faut amener les joueurs dans ce projet de course à haute intensité et de prise de décision.
Donc on peut avoir au départ des situations qui sont un petit peu chaotiques. Mais vous verrez plus tard que dans les exercices qu'on va proposer, il y a des situations qui veulent amener le jeu vers des situations de chaos. Et si jamais je le reporte aussi vis-à-vis de la Pro B, on a souvent 2-3 séquences de 2-3 minutes où c'est un petit peu chaotique dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu accélère vraiment, et on se rend compte que les équipes qui ont été le plus efficaces dans ces zones-là, de 2-3 minutes à 2-3 reprises durant le match, très souvent, il y a une corrélation entre cette performance dans ces zones-là et le gain des matchs. Merci, tu peux enchaîner. Donc j'enchaîne sur le repère. Donc on pourrait passer beaucoup de temps sur cette slide-là, mais on va essayer de regarder en transversal. Donc l'idée, c'est de dire notre jeu rapide est ouvert dans tous les types de transitions défense, c'est-à-dire les interceptions. Donc pour nous, l'interception, c'est ce qu'on appelle un gros avantage. Donc il faut en profiter le plus vite possible et donc avoir une forte agressivité, notamment du porteur de balle vers le cercle. En première intention, cette agressivité individuelle va servir au collectif. Le deuxième temps, c'est les situations de rebond. Donc là, toutes les situations où on va transiter. On va dire que là, comme on est loin du cercle adverse, on va dire que c'est un petit avantage pour l'instant. Il va falloir transformer en gros avantage par rapport à notre prise de décision, rebond, sortie de balle. C'est là la clé du travail. Et Guillaume, ensuite... Excuse-moi, oui. Il y a une petite question par rapport à ça, à cet enchaînement défense-attaque. Tu n'interdis rien au rebondeur dans sa capacité à partir en dribble ou sa capacité? Non, au contraire même. On l'entraîne. Parce qu'on fait des exercices qui sont très classiques, par exemple de 3 contre 2 en continuité, ou même de 3 contre 0 au départ dans certains entraînements, où volontairement, c'est le rebondeur qui utilise dans un premier temps un dribble de dégagement, ou finalement un dribble où il va éliminer un défenseur, voire 2-3 dribbles pour lancer l'attaque. Donc on essaye au contraire de l'entraîner, et ça même avec des joueurs qui sont très expérimentés, type Charles Bronchard, Mohamed Koné, c'est des choses sur lesquelles peut-être ils avaient été restreints dans certaines périodes de leur carrière, et que même s'ils arrivent chez nous à 35 ans, qu'on va entraîner et qu'on essaye de développer, de stimuler, parce que je pense que eux aussi, dans le jeu, ils ont besoin de sentir qu'ils sont à 100% impliqués dans ce jeu de relance. Merci. Et donc, dans les remises en jeu, le dernier point, c'est les situations de remise en jeu, donc sur panier encaissé. Donc, la forme où on est le plus organisé, c'est le lancer franc, mais on va dire que l'équipe adverse est elle aussi organisée. Mais, et la deuxième chose sur laquelle on travaille beaucoup, les situations où il y a des remises en jeu sur le jeu rapide, pour essayer de justement avoir une réponse de contre-attaque à l'attaque rapide adverse. Donc ça, on va dire que c'est une situation où il y a beaucoup de stimuli pour les joueurs, donc beaucoup d'incertitudes, le contexte, le temps, les adversaires, les partenaires. Donc il faut essayer d'augmenter la banque d'images et les repères de nos joueurs. Donc on est obligé de le jouer très souvent. Ensuite, dans le repère, la situation de prise d'information. Donc, trajectoire du ballon, ça c'est une information sur le rebond. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-entraîné. Le développement de la lecture des trajectoires et du positionnement au rebond en fonction de la trajectoire. Être positionné par rapport à son joueur, c'est très intéressant, mais on se rend compte que les meilleurs rebondeurs ont une priorité aux trajectoires vis-à-vis de leurs adversaires. Et ensuite, ils vont gagner dans le duel, ils vont pouvoir prendre l'information visuelle sur la trajectoire du ballon, et ensuite sont plutôt sur des recherches de contact, on va dire kinesthésiques. Ils vont essayer de toucher en opposition, dans l'espace, leur attaquant. Donc du coup, ça, c'est quelque chose à travailler. La prise d'information ensuite au moment du rebond sur le mouvement des partenaires. Donc, essayer d'initier des situations de backdoor en priorité pour que les joueurs intérieurs derrière les rebonds aient une intention forte de faire des passes de backdoor pour lancer le jeu. Lecture, prise d'information là-dessus. Et le mouvement des adversaires, puisque on est un peu comme dans la situation d'un libéro au foot où on a tout l'espace du terrain devant nous. Donc celui qui peut mieux
voir l'organisation du repli adverse dans un premier temps, c'est le rebondeur. Alors ça lui fait beaucoup de travail, okay, et puis ça l'oblige, après une situation où il a été dans la bagarre près du cercle, à devenir une situation de lecture, mais on sait que c'est un des critères de performance du jeu rapide, la capacité à se dégager. Donc, l'amorce de réponse, c'est la première prise d'info. Le traitement de l'information va engendrer les stratégies de décision du joueur rebondeur. Et ensuite, la prise de décision et à nous de travailler pour augmenter la performance des différents joueurs dans leurs tâches respectives. Est-ce que ce découpage-là, tu le communiques aux joueurs, et si oui, de quelle manière? On communique énormément aux joueurs sur les exercices. Alors, sur le début de saison, on passe énormément de temps à travailler sur nos enchaînements d'actions, sur nos principes et sur la définition du langage. C'est-à-dire, c'est pas moi, par exemple, quand on parle de contre-attaque, pour nous, ça engendre beaucoup d'informations. Donc, on va essayer d'utiliser la préparation pour faire passer ces idées clés. Et ensuite, on va travailler de manière collective pour qu'il y ait le maximum d'informations et de stimuli et qu'on soit le plus proche du jeu possible, jusqu'à même intégrer pas mal de travail physique, de prépa physique, à l'intérieur de situations pédagogiques de relance, de 3 contre 2, de surnombre, etc. Ensuite, on va le déconstruire et plutôt le ramener sur des attitudes individuelles. Par exemple, pour le joueur intérieur, tous les captés du ballon, capter, pivoter, se mettre face au jeu. C'est quelque chose sur lequel on va travailler de manière un peu décontextualisée. Et ensuite, on va remettre de l'opposition, on va repartir dans le 5-5. On va essayer d'avoir des focus là-dessus, sur, par exemple, le fait de traverser le milieu de terrain le moins de temps possible, avec des exercices où, par exemple, dès qu'on met plus de 3 secondes pour traverser le terrain, eh bien, on enchaîne une perte de balle, on met le ballon au sol, les autres repartent, et on essaye de, là aussi, créer un petit peu des situations chaos où il va y avoir une multitude de situations qui se passent à gérer pour les joueurs. Merci. Donc, bonifier la défense, pour nous, c'est punir tout de suite. On gagne et on veut aller gagner du terrain. Donc, d'abord dans la profondeur, priorité backdoor. Essayer de ne pas avoir de marche arrière dans la première intention. On en aura peut-être si ces intentions ne sont pas possibles, mais fortement pas de marche arrière. Autorisation de se dégager en dribble pour le joueur intérieur. Et ensuite, les deux choses sur lesquelles on travaille qui sont peut-être un petit peu propres à nous, c'est l'idée de dire la majorité des équipes, en tout cas qu'on rencontre, sont organisées dans le repli pour défendre le cercle. Donc elles viennent, on va dire, remplir les espaces côté balle. Donc avoir cette intention, si le jeu rapide en profondeur n'est pas possible, ce qu'au foot on appelle le jeu vertical, okay, en profondeur, eh bien si ça c'est pas possible, avoir des situations de passe diagonale. Ces situations de passe diagonale, elles peuvent être faites sur des passes qui vont traverser le terrain, et si elles ne sont pas possibles, l'intention, ça peut être de le faire en dribble également, en venant agresser comme le chemin de la passe, mais par le dribble, pour être sur du fixé-passé et éliminer les défenseurs qui sont plutôt revenus en train de zoner les espaces. Je vous donne l'exemple en dribble d'abord. Alors, cette expression, c'est une expression américaine, hein, cracking the shell. The shell, c'est le coquillage, ils considèrent cette raquette en tant que telle, et donc venir craquer cet espace, venir casser la coquille pour venir fixer, passer et trouver des surnombres à l'opposé. Et la deuxième chose, et là aussi, si vous observez le très haut niveau, vous vous rendez compte que la contre-attaque et la transition est très rentable dans le 2 contre 1 à l'opposé du départ de contre-attaque. On peut critiquer par exemple l'équipe de Houston en NBA, mais elle a des très hauts pourcentages dans les tirs de spot à l'opposé. On peut regarder aussi le Real Madrid qui cherche beaucoup à jouer cette situation, c'est-à-dire que dès le départ, on va chercher à renverser par la passe pour trouver ce 2 contre 1 à l'opposé. Vous voyez les joueurs 2 et 3 pour aller à contre-courant du repli défensif adverse. Voilà. En fait, on essaye d'abord de les prendre en vitesse dans le dos, si c'est pas possible.
de jouer nord-sud, eh bien, on va jouer est-ouest, c'est-à-dire renverser la balle d'un côté à l'autre. Et ça c'est quelque chose qu'on nomme et qu'on entraîne beaucoup. Et par exemple, sur les situations de 3 contre 2, on va d'abord travailler de manière peut-être un petit peu empirique, c'est-à-dire dire on joue d'abord côté balle, ensuite dans le renversement, etc. Mais très vite, on veut que les situations soient à choix multiples. C'est-à-dire qu'on soit sur des situations où l'équipe adverse va devoir défendre ça, et puis que nous, on va devoir prendre des informations et des décisions sur ce jeu de relance. Donc sur la sélection des tirs, on va avoir une hiérarchie qui somme toute assez simple. Hein. Première intention, aller au cercle, donc chercher à se matcher en priorité, des lay-ups. Attaquer les close-outs, donc petit retard défensif qui peut devenir un gros retard défensif, donc les attaquer fortement dans le repli. Si par exemple, je sais pas, il y a une situation de fixation à 3 contre 2 et le tireur est rattrapé par quelqu'un sur un close-out très fort, eh bien, réattaquer les intervalles. Et ensuite, encourager le tir à 3 points. Donc là aussi, pédagogiquement, ça veut dire essayer de travailler quasi quotidiennement sur l'enchaînement course et tir dans la réception. Ce qui est pas forcément une habilité ou une habitude pour la majorité des joueurs, mais on va pouvoir avoir des spots de tir pour un peu tout le monde dans ce critère, puisque le meneur de jeu peut avoir un tir après une traversée en dribble de l'autre côté, ben si le choix a été fait de descendre la raquette, il peut avoir un tir ouvert. Sur le renversement, les joueurs extérieurs peuvent avoir certains tirs. On peut avoir également des tirs en trailer pour les joueurs intérieurs. C'est une situation dans laquelle on ne ferme pas la possibilité au poste 5, s'il n'est pas défendu, même de tirer à 3 points dans l'axe. C'est pas quelque chose qu'on interdit. Après, forcément, il faudra le conditionner vis-à-vis du moment du match. Mais si on joue à 5 contre 4, par exemple, et qu'il y a un tir ouvert, ou qu'il y a un choix très très fort de l'équipe adverse, c'est pas forcément quelque chose qu'on va interdire. Juste une question, Guillaume. Comment tu accordes la place à l'erreur là-dedans? Parce que forcément, ce jeu-là à haute intensité, à haute prise de risque, mentalement, ça oblige les gens à essayer, à tenter. Comment tu régules cette prise de risque et les erreurs qui en découlent? Ben, on veut que dans un jeu d'erreur, en fait, on soit capable d'être plus efficace que l'adversaire. Mais on pense que l'équipe qui prend le plus d'initiatives, qui peut-être va faire le plus d'erreurs, eh bien, sur la longueur, va gagner en efficacité et va passer devant. Ça, c'est pas ma posture philosophique, hein, c'est John Wooden c'est son principe de base quand il expliquait le basket avec UCLA, de dire finalement on veut ouvrir les possibilités, on veut ouvrir la prise de risque, donc on veut ouvrir l'erreur. Et on pense que y a des erreurs, enfin ce qu'on considère des erreurs quand on est dans un basket qui prône le contrôle sur tout, qui vont se transformer en avantage. Et plus on va être capable de bonifier des prises de décision, des prises d'initiative et assumer en tant qu'équipe des prises d'initiative collectives, plus on va être en mesure de gagner ou de rééquilibrer un rapport de force. Parce qu'encore une fois, ma posture et ma philosophie, c'est pour dire mais comment on peut faire pour performer alors qu'au départ, on a peut-être un peu moins de moyens humains, un peu moins de moyens financiers que certains de nos adversaires dans le championnat. Merci. J'aimerais bien parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes, j'aimerais bien que tu développes comment tu le mets en pratique dans l'entraînement rapidement pour que effectivement ça prenne du sens tout ce que tu évoques à l'instant. Okay. J'ai juste une question. Oui. Excuse-moi. Derrière, comment tu lis défense et cette action de jeu rapide? Parce qu'effectivement, si je joue vite et que je génère peut-être une prise de risque excessive en attaque, je suis peut-être amené, comme tu l'as dit, à avoir des erreurs. Est-ce que ça n'a pas un impact sur ma défense et sur mon assise défensive? Si, ça a forcément un impact, mais on a une lecture défensive qui est très orientée sur le nombre de points encaissés par possession.
et sur le nombre de points marqués par possession. Ce qu'on cherche à observer, c'est est-ce que notre manière de jouer entraîne finalement à réduire l'efficacité de l'adversaire, et est-ce que nous, sur un jeu à haut tempo, on arrive à être plus performant que l'adversaire. C'est dans ce rapport de force, ce qu'on appelle le net rating là, dans les statistiques, que l'an dernier, on a été très efficace, ce qui nous a permis de finir la 3e position du championnat. Cette année, on a été un peu moins efficace là-dessus, et ça s'est ressenti sur nos résultats. Et donc, c'est à nous de travailler pour améliorer ça. Bien sûr, cet équilibre défense-attaque, parce qu'on a besoin d'une défense très forte, notamment dans la notion de duel, dans la notion de reprise de joueurs, pour ne pas provoquer de la sur-aide en permanence ou des longs close-out, etc. On a besoin qu'on soit aussi fort dans la transition défense-attaque que dans la situation de transition attaque-défense. Donc, ce n'est pas forcément le pan de travail qu'on va développer aujourd'hui, mais on pourrait revenir également sur le plan défensif pour dire comment on fait pour accélérer le tempo du jeu grâce à notre défense. Et ça, c'est un point essentiel. Il y a une bonne partie des ballons gagnés, notamment en interception, etc., ou en tir rapide pris par l'adversaire dans de mauvaises conditions, qui sont dues à cette qualité de transition attaque-défense. Merci. Donc, je te laisse aborder l'entraînement tempo. Donc, dans les types de tirs, un exercice que je pense tout le monde fait de contre-attaque à 3 contre 0, qui s'appelle la contre-attaque à 5 ballons, le shooting à 5, etc. Donc, cette situation, on va la décliner, notamment pour retrouver le même type de tir que ce qu'on souhaite. Donc, le tir de contre-attaque, lay-up, oui, mais ensuite, même sur les déplacements, on va retrouver certains tirs. Donc là, je l'ai mis sur la forme classique, mais la situation, par exemple, de trouver un 2 contre 1 à l'opposé, c'est quelque chose qu'on va travailler vis-à-vis de cette situation à 3 contre 0. La situation de recherche de fixer-passer, c'est quelque chose qu'on va travailler à l'intérieur de ça également. Donc on va pouvoir travailler tous nos principes de jeu, nos repères, à travers cette situation. Mais ces situations, elles n'ont de valeur que si elles évoluent ensuite sur des situations d'opposition où il y a de la prise de décision vis-à-vis d'un adversaire, vis-à-vis du temps et vis-à-vis d'un score. Donc on essaye d'avoir le plus de situations possibles avec adversaire, temps et score. Donc situation classique de 3 contre 2, là, que vous pouvez voir sur l'écran apparaître, qui s'appelle la contre-attaque à 11, hein. Cet exercice, une fois qu'on l'a nommé, on peut avoir l'équipe qui se met vite en place là-dessus. Donc nous, ça nous intéresse parce que c'est un exercice qu'on joue très souvent et on le joue avec des variantes. C'est-à-dire qu'on peut le jouer avec deux défenseurs qui sont déjà placés. On peut jouer avec un défenseur au-delà de la ligne des 3 points, un dans la raquette, et on peut organiser la rotation. C'est-à-dire, est-ce que le défenseur du porteur défend la première passe et fait lui-même la première rotation, comme on est sur du jeu rapide, ou est-ce qu'on fait des rotations en tiroir, ce qui va déclencher des prises de décision différentes des attaquants. Ce qu'on peut faire également, c'est avoir un repli qui est une défense qui n'est pas placée, donc un repli à organiser. Par contre, ce qu'on essaye de faire dans cet exercice, c'est d'avoir une énorme agressivité au rebond. Donc le rebondeur repart tout le temps avec les 2 joueurs sur le côté, même si c'est un attaquant. Alors, quand on joue de cette manière-là, ça veut dire qu'on ne joue pas le rebond offensif. Tout le monde est sur une situation de travail de rebond-relance. Ou après, sinon, on joue de manière un petit peu plus classique, où il n'y a que les 2 joueurs défenseurs qui peuvent s'enquérir du ballon, soit pour faire une remise en jeu, soit pour faire une relance. Et les 3 autres jouent le rebond offensif de manière très agressive avant de jouer le repli. Voilà. Après, on peut faire varier les règles pédagogiques. C'est un exercice qu'on peut faire tous les jours avec des règles différentes et des organisations différentes, puisque ensuite, même dans l'utilisation des espaces en attaque, on peut proposer des choses très variées vis-à-vis de notre jeu de transition. Donc, pour s'entraîner up tempo, on essaye d'être sur du rythme.
Donc des exercices très courts. Là, je parle de temps effectif de travail, 1 à 4 minutes, c'est-à-dire hors consigne et hors de vos arrêts. On essaye que dans ces exercices-là, une fois que l'exercice est lancé, on ne stoppe pas, ou on stoppe le moins souvent possible. Okay. Et par contre, on peut avoir une zone de débriefing à la fin de la séquence. Au début, à la fin, on encadre ces séquences-là. Par contre, après, on veut de la haute intensité et on veut provoquer des situations chaos. Donc, la prise de décision individuelle et collective est inclue dans chaque exercice. Ça veut dire que là aussi, on peut travailler avec des équipes et leur donner des missions, des objectifs stratégiques. On peut même utiliser ça pour qu'ils se régulent, voire qu'ils se coachent un petit peu entre eux dans ces situations-là. C'est des choses qu'on provoque. Mais en tout cas, toutes les situations sont des situations où on pose un problème. Et par contre, on ne pose pas forcément, dans un premier temps, les solutions. Les solutions, c'est soit des choses qu'on a vues auparavant et on veut voir à quel point tous les joueurs ont bien compris, sont au même niveau de compréhension de nos situations. Ou sinon, on veut poser des problèmes et voir comment l'équipe régule ces problèmes. Et très souvent, on fait une première séquence où on laisse l'équipe s'approprier la situation. Ensuite, on va réguler et donner certaines consignes. Et on va refaire une troisième séquence où là, on va chercher des choses peut-être un peu plus précises. L'idée, c'est pour ça qu'on est sur des séquences réduites en termes de minutes, pour qu'on puisse le répéter, et qu'on puisse le répéter à haute intensité. Donc cette idée d'entraînement up-tempo, c'est on va du petit avantage aux grands avantages. Et si jamais on n'a pas pu punir la défense adverse dans ces situations-là, on va être dans une situation de 5-5 et la continuité, c'est un jeu de transition avec un premier temps, un deuxième temps et des continuités d'action. C'est-à-dire qu'on va essayer de recréer un petit avantage qu'on va essayer de faire grandir ensuite dans le 5-5, mais il ne va pas y avoir forcément de cassure entre notre jeu de contre-attaque et notre jeu de transition et notre fin de jeu. On va essayer d'avoir une continuité d'action. Donc pour créer ces situations de lancer franc où derrière on enchaîne situation où il va y avoir un gros combat au rebond, un gros combat peut-être sur la défense de la sortie de balle en faisant varier la position du défenseur, du meneur de jeu, en faisant varier le repli défensif des deux autres joueurs également. Donc là, c'est en coachant la défense qu'on va réussir à travailler notre attaque de jeu rapide. Idem dans ces situations avec les retards défensifs, donc du 5 contre 4 plus 1, qu'on peut faire varier en 5 contre 3 plus 2. On peut inverser les oppositions sur le départ de cette action, par exemple mettre le poste 1 face au poste 5, etc. Créer un mismatch sur le départ de situation, dans un but de soit exploiter les mismatchs en attaque, en maintenant les mismatchs, ou soit sinon en obligeant l'équipe adverse à communiquer et à se passer des joueurs dans le repli, et à nous en attaque utiliser cette désorganisation. Voilà, c'est l'objectif de ces exercices. Et comment ça se traduit en termes de temps dans l'entraînement? On a toujours une première phase où on est sur de la mobilité articulaire, de la prévention de blessures, etc., qui dure une quinzaine de minutes. C'est nous qui le gérons, on ne le délègue pas aux joueurs. Par contre, ils peuvent avoir certaines routines individuelles à faire au préalable. Ensuite, on va donner les points clés de la séance. Okay, on va d'abord amener de la tactique et de la stratégie dans ce qu'on veut aujourd'hui, donner les objectifs et les problèmes qu'on va poser. Ensuite, on va jouer ces situations et ensuite, on va repartir sur de l'apprentissage stratégique. Voilà. Donc, c'est notre construction. Donc, on donne le fil rouge aux joueurs dans cet espace-là. Ensuite, on va être sur un échauffement dynamique où là, il va y avoir du tir, des courses et on va travailler beaucoup par vague pour avoir tout le monde dans des conditions d'effort intense. Dans ces situations-là, on va répéter les situations de tir. Et ensuite, constamment, on va avoir du jeu de surnom dans les entraînements. On va avoir du jeu de close-out. Et ensuite, close-out
plus surnombre très souvent parce qu'on enchaîne les situations. Des situations où on provoque des retards défensifs. Et les retards défensifs, ça peut être des choses très variées. Soit un joueur qui vient toucher, etc., d'un côté du terrain, de l'autre côté du terrain. On va multiplier les situations pédagogiques là-dessus. Ensuite, quand on va partir, même sur notre collectif offensif ou défensif, on va inclure du jeu rapide. C'est-à-dire que si l'équipe, par exemple, joue demi-terrain, même sur nos mouvements, on va dire, eh bien, il faut que dans nos mouvements, sur demi-terrain, il y ait une organisation sur l'agressivité au rebond off, sur la prise en charge de la balle, sur le repli défensif. Et donc, on va jouer tout le temps demi-terrain plus jeu rapide pour enchaîner finalement une attaque placée, jeu rapide, jeu de transition, attaque de notre transition défensive. Voilà, on va toujours être sur ces blocs-là. L'autre chose qu'on essaye de faire de manière très régulière, c'est de créer des scénarios. Il y a plus 4, il reste 3 minutes à jouer, etc., etc., dans un sens, dans l'autre. Des situations où il y a un rapport avec les fautes. Et donc s'entraîner sur des petites fenêtres avec une grosse charge cognitive. Parce que dans ces moments-là, vous allez très vite voir que vos joueurs vont se prendre au jeu et vont être dans des comportements qui se rapprochent plus de la compétition parce qu'ils sont pris au jeu par la gagne, ils ont des contraintes de temps, ils ont un score à rattraper ou à tenir ou revenir à un score, il faut qu'ils gèrent leurs fautes, il y a des situations de lancer franc à gérer, etc., etc. Donc on essaye de créer le plus possible les conditions de match, donc là encore, le score, le chrono et une contrainte. Ensuite, on a des situations de cooldown où très souvent il y a des situations d'adresse. Et ensuite, on regroupe l'équipe et on revient sur le cheminement qu'on a utilisé aujourd'hui. Il nous reste, Guillaume, il nous reste une dizaine de minutes. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être tes modalités d'évaluation ouais. de ton jeu rapide, puis après arriver sur la conclusion. Je te remercie. Alors, sur les situations d'évaluation, donc je suis déjà revenu sur les critères de ce qu'on recherche. Nos chiffres clés, c'est que contre-attaque, plus transition, plus rebond off, correspondent à minima à 40% de nos actions. Pas forcément 40% de nos points dans un premier temps, mais déjà de nos actions. Et ça, on essaye de le traquer dès le premier match amical pour dire est-ce qu'on est dans la bonne direction. Ensuite, ce qu'on va traquer aussi avec Jonathan, mon assistant, c'est les ratios, les points par possession, c'est-à-dire combien de points on marque par situation de contre-attaque transition. Est-ce qu'on est rentable là-dessus? Et est-ce qu'on garde un ratio supérieur à 50% dans ces phases de jeu? Ensuite, ce nombre de points sur contre-attaque, on va essayer aussi de le regarder sur est-ce qu'on est capable de faire des séries, ce qui voudrait dire qu'on serait capable de jouer sur le jeu de relance, impacter l'équipe adverse, faire des stops, relancer et avoir des séries qui peuvent nous permettre de prendre un avantage décisif sur la rencontre. Okay. Donc, en termes de conclusion, avant de répondre à vos questions avec Pierre-Olivier, donc revenir sur quelques points essentiels. Ce qu'on veut d'abord, c'est dicter le rythme du jeu, jouer nord-sud et dans le renversement, est-ouest. C'est ce que les Américains appellent the pace. Okay. Ensuite, maintenir le contact visuel avec la balle, puisqu'on veut pouvoir jouer avec les 4 autres joueurs quand on s'enquiert du ballon. Et notamment, quand c'est le joueur intérieur qui a la balle, il faut que tout le monde soit en contact visuel avec lui pour assumer et soutenir sa prise de décision. S'orienter le plus vite possible, d'abord dans les espaces de profondeur, puis dans les espaces de largeur. Ne pas courir trop près des lignes en possession du ballon, okay, pour être capable de pouvoir faire un crossover des deux côtés et prendre l'avantage à contre-pied sur le défenseur. Et pas de stationnement dans l'axe, c'est-à-dire c'est une zone de sprint. Pour prendre l'avantage, si on n'a pas pu punir, on va aller pour les joueurs intérieurs plutôt dans les zones de short corner, pour les joueurs extérieurs au large, dans les corners, dans les spots à 45, pour libérer l'axe du terrain. Merci Guillaume.
On va arriver sur quelques petites questions liées à ton intervention. En pratiquant ce type de jeu-là en Pro B, premièrement, est-ce que tu es la seule équipe de Pro B à jouer ce type de jeu-là, ou il y a d'autres équipes qui jouent ce type de jeu? Non, il y a d'autres équipes qui ont une forte volonté de relancer. Je mentionnais Grise tout à l'heure dans le nombre de possessions. Ils ont une forte volonté de relance. Il y a d'autres équipes qui ont aussi des séquences où ils sont normalement là-dessus. Évreux, par exemple. Blois, quand ils sont dans des zones où ils dominent le match. Quimper, cette année aussi, a été très efficace dans ces phases de jeu. Donc, on se rend compte que dans le top 8 du championnat, il y a beaucoup d'équipes qui ont soit une philosophie qui s'oriente vers le jeu de relance, ou en tout cas une intention forte de jeu très direct après le gain de la balle, ou sinon qu'ils ont des séquences dans lesquelles ils sont très performants sur ces critères-là. D'accord. Tu l'as peut-être dit, mais on n'a peut-être pas bien perçu. En jouant ce type de jeu-là, ça t'arrive à jouer des matchs en combien de possessions? Alors l'an dernier, on était à 85 possessions. Par rapport à la moyenne de la division, c'était plus 5. D'accord. Ce qui est conséquent, puisque même à 50%, ça fait 2 points. Ça fait 2 points et demi qui sont non pas dus à l'efficacité, mais qui sont dus au nombre de possessions. Et cette année, on était plus proche des 82. D'accord. Si tu nous expliques effectivement ce que tu fais dans le cadre d'une équipe professionnelle qui s'entraîne tous les jours, voire de manière bi-quotidienne. Si tu te replaçais dans tes jeunes années où tu entraînais 2 à 3 fois par semaine, comment tu structurerais ta semaine d'entraînement en ayant ce fil conducteur de jouer up tempo? J'utiliserai beaucoup cette idée de périodisation tactique, c'est-à-dire d'utilisation de l'attaque, la défense et le travail prépa physique à l'intérieur de ces zones-là, pour dire si je dois avoir des priorités pour développer les joueurs, notamment la polyvalence des jeunes joueurs, etc., les mettre le plus souvent dans ces situations d'haute intensité. Donc si par exemple j'entraînais 2 fois par semaine, je pense que je garderais ce fil rouge-là sur les 2 séquences, ça serait ma priorité. Et puis après, ce qui varierait, c'est peut-être les scénarios dans lesquels j'introduirais les notions, par exemple, de défense de zone ou d'autres choses pour faire varier les structures de jeu. Si on se remet sur des jeunes joueurs et des jeunes catégories, par exemple des U15, si tu avais à prioriser ce que tu as fait à la fin sur ton équipe pro dans la conclusion, est-ce que ce seraient les mêmes points? Est-ce qu'il y aurait des choses qui changeraient un petit peu? Non, je pense que je garderai cette philosophie et puis j'irai peut-être dans une polyvalence encore plus développée avec peut-être la suppression des postes de jeu. Ça, c'est un critère qu'on voit de plus en plus réapparaître dans le très haut niveau. Et je pense que dans la formation du joueur, il y a des habilités qui ne se développeront que si on joue dans un basket sans position, ce qui ne veut pas dire sans structure, mais qu'il faut ouvrir le jeu, ouvrir les possibilités pour que certains gamins ou gamines se développent. D'accord. On a bien compris que tu structurais ton entraînement au service du développement de ce jeu up tempo. Ça implique que tu t'entraînes à une intensité assez élevée ou des séquences d'entraînement assez élevées. Comment tu arrives à faire durer cette intention-là sur la saison avec les aléas liés aux blessures ou aux états d'âme des joueurs? Ce qu'on arrive à faire au sein du club, c'est de vraiment profiter de la structure centre de formation. On a une bonne collaboration qui nous permet de nous entraîner à 15 joueurs. Et ça, c'est ma volonté. J'ai au moins 4 séances dans la semaine où on a 15 joueurs et à minima, on s'entraîne à 12. Et donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça permet d'avoir jusqu'à 3 équipes de 5 et d'avoir des gros rythmes de jeu et d'entraînement. Et donc de pouvoir avoir une intensité qu'on maintient et qu'on soutient. Et du coup, ça permet aussi de faire le lien avec les équipes du centre de formation, puisque les joueurs qui s'entraînent quotidiennement avec nous, ils transfèrent cette mentalité, cette agressivité. Et avec Joris Mercier, l'entraîneur du centre de formation, on essaye de maintenir ce rythme. D'accord. Derrière, c'est quoi l'étape d'après pour toi dans l'évolution? Parce que là, tu as collé à l'évolution du basket. Maintenant, si tu avais à te projeter, ça serait quoi ta vision ou ta projection sur la suite en termes de jeu offensif? Là, on est dur de jeu up tempo. Est-ce qu'on peut encore aller plus vite? Est-ce qu'on peut encore prendre plus de risques?
Ouais, je pense que là-dessus, les règles évoluent vers la prise de risque et vers le rythme, et que aussi euh, on va vers les continuités d'action. Et ces continuités d'action, c'est ben, les équipes deviennent très performantes sur le repli, sur la capacité à stopper le jeu rapide, empêcher les paniers à haut pourcentage. Par contre, peut-être qu'on peut ne pas les laisser s'arrêter, se fixer sur le positionnement, ne pas revenir dans les intervalles et obliger la défense à être en mouvement. Mais pour ça, ça oblige à être sur un jeu de déplacement, un jeu de lecture, et avoir des joueurs qui sont capables d'avoir de la polyvalence, de la menace dans le tir, de la menace dans le drive, et avoir aussi une capacité à avoir une très forte agressivité au rebond des 5 joueurs. Ce sera ma dernière question, Guillaume. Où as-tu trouvé les sources d'inspiration pour développer ce type de jeu-là? Si tu peux conseiller à nos auditeurs peut-être un ou deux sites ou une ou deux sources d'inspiration. Déjà, une des grosses sources d'inspiration, c'est tous les colloques qu'il peut y avoir sur le site de la FIBA. Notamment tous les coachs d'Euroleague depuis une quinzaine d'années font des colloques, et il y en a beaucoup sur les thématiques de la contre-attaque et de la transition. Si on veut aller un peu plus loin dans le jeu de continuité, quelqu'un qui vraiment, depuis sa carrière de coach, est là-dedans, c'est Pablo Lasso, l'entraîneur du Real Madrid, qui a cette intention de contre-attaque, transition, jeu de continuité. Alors, il bénéficie peut-être des meilleurs joueurs européens, certains des meilleurs joueurs mondiaux pour le faire, mais c'est un bon repère pour viser une idée d'excellence. Après, il y a tout un tas de ressources qui sont disponibles sur Internet sur le jeu up-tempo. Il y a beaucoup d'universités également. Dans les années 2000, il y a une université qui pratiquait un jeu qui s'appelle le run and gun, et qui pendant 20 ans a fait ça dans son université, et qui a toujours été la meilleure attaque de NCAA. Voilà, il y a des repères à prendre un petit peu partout, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut alimenter. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé sur les autres aspects du jeu, puisqu'on les développe aussi, mais si on se concentre sur cet aspect, peut-être qu'on peut devenir excellent sur cet aspect du jeu, et du coup poser un vrai problème aux gens qu'on rencontre, et aussi ça devient un facteur de recrutement pour nous de proposer ce type de jeu. Merci Guillaume pour ce temps de partage. En tout cas, moi je vous donne une source d'inspiration si vous vous inspirez de Guillaume Lizane. Si vous le croisez, il faut lui piquer ses petits carnets. Et si vous lui piquez ses petits carnets, il y a tout noté dedans. Merci encore Guillaume. Merci à toi. C'était très intéressant. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On s'excuse encore des petits bugs liés à la connexion et liés à Internet. C'était une première pour nous. Je tiens à remercier Marion qui était à la production derrière. Voilà, on va répéter cet événement-là samedi prochain à le même horaire, sur la même chaîne YouTube avec un autre coach. En tout cas, pendant ces périodes de confinement, portez-vous bien et restez chez vous. À très bientôt. Merci, au revoir.